Donc, vous avez obtenu un rendez-vous vendeur. Vous avez obtenu un rendez-vous vendeur après votre phase de prospection. Les deux phases de prospection de prise de mandat sont les plus importantes dans notre processus, puisqu'après, tout le reste va en découler. Si vous êtes bon sur la prospection et sur la prise de mandat, vous serez bon. Même si vous êtes mauvais sur les visites, j'ai envie de dire, vous vendrez quand même. Par contre, si vous êtes mauvais en prospection, mauvais en prise de mandat et super bon en visite, vous n'allez pas forcément faire grand-chose. Avant un rendez-vous vendeur, vous allez devoir vous informer. D'abord sur le bien, ensuite sur la vente et ensuite sur le vendeur. Vous informer, ça veut dire capter le maximum d'informations. Sur le bien, vous pouvez utiliser des outils comme cadastre.com, comme Infoparcelle, etc. L'idée, c'est déjà de vérifier si vous avez des données dans les fameuses DVF, c'est-à-dire les datas de vente foncière, pour savoir si le bien, les propriétaires actuels l'ont acquis il y a quelques années, à quel prix, voilà, avec quelles informations vous pouvez retrouver, des informations de surface, etc. Sur la vente, c'est de vérifier que le bien a déjà été éventuellement mis en vente avec des annonces soit de particuliers, soit d'agences, et de voir quelles sont les informations dont vous disposez. Et sur le vendeur, un vendeur, ça se googleise, hein, vous pouvez aller chercher des informations pour voir ce que vous pouvez trouver sur votre vendeur. L'idée, c'est que quand vous allez ensuite arriver sur le rendez-vous, vous aurez déjà des informations pour pouvoir poser des questions. Alors, les bonnes questions, au départ, c'est des questions dont vous connaissez la réponse. Ben oui. Et dont la réponse est oui. Voilà. Si vous pouvez poser le genre de questions pour briser la glace et pour commencer votre entretien, ça sera parfait. Alors, la structure du mandat, est-ce qu'on va faire en un ou en deux rendez-vous? La structure de la prise de mandat. Il y a des écoles qui prêchent un seul rendez-vous. Il y en a d'autres qui prévoient deux rendez-vous. Je pense qu'il faut être très pragmatique dans cette histoire-là, c'est-à-dire que vous avez des situations dans lesquelles vous allez être obligé de faire la prise de mandat sur un seul rendez-vous. C'est notamment quand votre client, il est prêt à signer, il est d'accord sur le prix, il est d'accord sur les conditions, il est d'accord pour vous confier un mandat exclusif. Et en plus, vous avez la pression éventuellement de concurrents qui risquent d'arriver. Et puis, en deux rendez-vous, si vous êtes plus serein et plus tranquille, parce que la qualité de la prestation que vous allez apporter va être plus intéressante. Ça, c'est le premier cas. Le deuxième cas, c'est vous êtes dans une situation un peu particulière. On verra, il y a des cas particuliers que vous ne saurez peut-être pas traiter parce que c'est la première fois où vous allez les rencontrer. Là, vous avez intérêt à faire la prise de mandat en deux rendez-vous pour vous renseigner, prendre les infos et voir ce qu'il faut faire entre les deux. Donc, le R1, c'est la découverte du vendeur et du bien. Alors, j'insiste, c'est d'abord la découverte du vendeur et ensuite la découverte du bien. J'insiste parce que il y a quelque chose de fondamental, c'est que ce qui fait qu'un bien se vend ou se vend pas, c'est pas le bien, c'est le vendeur. Alors je répète, hein, ce qui fait qu'un bien est vendable ou pas, c'est pas le bien, c'est le vendeur, parce que c'est le vendeur qui va vous fixer des conditions, c'est le vendeur qui va vous fixer un accord sur le prix ou vous donner un autre prix, c'est le vendeur qui va accepter ou pas de vous donner un mandat exclusif, c'est le vendeur qui va vous donner les documents ou qui va pas vous les donner. C'est bien le vendeur qui conditionne la vente et pas le bien. Alors le bien, il peut être plus ou moins facile à vendre, il peut avoir des qualités et des défauts, mais il faut quand même s'intéresser d'abord au vendeur. Donc, premier contact, bien sûr, vous arrivez à l'heure, vous avez une tenue pro et surtout, vous allez prendre le contrôle. Alors, j'insiste sur la prise de contrôle parce que je vois souvent des conseillers qui se font embarquer par leur vendeur. Le vendeur ouvre la porte, bonjour, eh bien, écoutez, entrez, là, c'est la cuisine, là, c'est la salle, etc. Donc là, plouf, plouf, on va gentiment lui dire, écoutez, monsieur le vendeur, ce que je vous propose, c'est qu'on va se poser 5 minutes, on peut s'installer là, vous vous installez, vous déballez tout votre petit matériel, et vous lui expliquez comment les choses vont se passer. Vous devez impérativement prendre le leadership et prendre le contrôle. Si vous ne le prenez pas à ce moment-là, vous ne le prendrez jamais, ça sera plus compliqué. Et c'est vous qui devez mener la danse, c'est pas le vendeur. Donc vous lui expliquez un petit peu comment ça va se dérouler. Et la première étape, c'est quel est votre projet. Voilà, monsieur le vendeur, vous souhaitez vendre cette belle maison, petite maison, grande maison, ce petit appartement, peu importe, quel est, voilà, dites-moi tout. Et là, vous le laissez parler parce que vous devez absolument connaître le projet de votre vendeur.
Un vendeur qui n'a pas de projet, ça n'est pas un vendeur. Alors, je vais vous donner un petit hack, une petite astuce ou un petit raccourci qui va vous permettre d'identifier si vous avez affaire à un vrai vendeur ou à un faux vendeur. Le vrai vendeur, il va vous parler au futur. Et dès le premier contact, le contact téléphonique que vous avez parfois avec vos vendeurs, vous pouvez vous en rendre compte. Quelqu'un qui vous parle toujours au passé et un petit peu au présent, souvent c'est un faux vendeur. Le vrai vendeur, il vous parlera au futur parce qu'il a un projet. Donc à vous de bien comprendre le projet. Quel est le contexte de la vente? Quel est le degré d'urgence? Quelles sont les attentes du client? Et là, vous devez creuser. Alors, on dit souvent qu'il y a besoin de 3 pourquoi pour arriver jusqu'à la vraie raison de la vente, mais c'est souvent le cas. Dans certains cas, ça sera plus simple, hein. Si vous avez affaire à un vendeur qui a hérité d'un bien qui se trouve à 300 kilomètres de ce bien et qui veut s'en débarrasser, bon, c'est assez simple. Par contre, dans certains cas, c'est plus compliqué. Les vendeurs, couples de personnes un peu âgées qui vous disent, ben, on veut déménager en Bretagne. Alors, vous allez utiliser les pourquoi, je vous expliquerai, on reviendra peut-être là-dessus, sans utiliser le mot pourquoi qui est un peu intrusif, mais qu'est-ce qui vous amène en Bretagne? Ben, on voudrait se rapprocher de nos enfants. D'accord? Et qu'est-ce qui vous amène à vous rapprocher de vos enfants? Bah, c'est parce que on a un petit-fils qui est malade et puis on voudrait aider notre fille à s'en occuper. Là, vous êtes descendu à 3 pourquoi et vous avez obtenu des informations que peu de gens sont allés chercher, en fait. Parce que la plupart du temps, les gens vont aller directement sur le bien, pas s'intéresser au vendeur et pas creuser le contexte de la vente. Alors, non seulement vous avez obtenu des informations que les autres n'ont pas, mais vous avez obtenu la confiance des vendeurs. Parce que s'ils vous ont dit ça, c'est que là, ils vont avoir une proximité par rapport à vous qui va être plus importante. Et vous avez surtout obtenu des informations super importantes pour la vente. Parce que si votre prix, au moment de la vente, au moment des offres, coince de 2 000 euros, vous serez en capacité de remettre vos vendeurs en perspective par rapport à leur projet. Oui, monsieur, dame, je comprends bien que ça coince au niveau du prix, mais qu'est-ce qui est le plus important? C'est les 2 000 euros ou c'est de pouvoir aller en Bretagne vers vos enfants pour pouvoir vous occuper de votre petit-fils? Voilà, vous voyez que le contexte et tout ce que vous allez faire pendant le mandat va compter pour la suite. En fait, votre prise de mandat, elle est fondamentale, hein, parce que quand il y a des problèmes dans la transaction, c'est que ça vient souvent les 3 quarts du temps de la prise de mandat. Donc, on va essayer de voir tous ces éléments et puis l'historique de la vente. Donc là, vous les faites parler si c'est déjà en vente, vous posez des questions. Qu'est-ce que vous disent les agences? Combien il y a de visites, etc. Bon, vous mettez un peu le nez dans le caca parfois à vos confrères, hein, parce que bah, c'est là que vous allez pouvoir savoir ce qui se passe au niveau de la vente et éventuellement pouvoir proposer une autre stratégie. Premier contact avec le vendeur, donc concernant le bien, une fois que vous avez fait le tour du projet, vous allez vérifier en premier les informations cadastrales. Donc vous n'arrivez pas sur un bien, alors sauf si c'est un appartement, copro, etc. Mais si c'est une maison, un bien diffus, vous avez déjà les informations cadastrales, vous avez imprimé le plan et vous vérifiez, vous prenez un petit stabilo et vous faites le tour de la propriété pour vérifier que vous avez bien les bonnes informations et vous vérifiez le titre de propriété pour que vous soyez en conformité entre ce qu'il y a sur le terrain et ce qu'il y a dans le titre de propriété. Tous les ans, on a un ou deux biens qui sont pas conformes entre titre de propriété, cadastre, etc. Bah, il y a des bâtiments qui sont sur le cadastre et qui n'existent plus. Il y a des bâtiments qui sont sur le terrain et qui sont pas sur le cadastre. Il y a des parcelles, c'est même arrivé que des notaires oublient des parcelles. Donc, vous vérifiez bien les deux. Parce que si vous arrivez chez le notaire avec un cadastre, un titre de propriété et un bien qui ne sont pas en conformité, bah, vous allez prendre 3 mois dans la vue sur votre vente pour que tout ça soit remis d'aplomb et vous avez en plus bah, des gens qui sont passés avant vous, qui passeront après vous, qui vont pas le faire et qui vont pas dire au propriétaire, mais attention, là, il y a un petit truc, il va falloir qu'on rectifie. Vous prenez copie de la taxe foncière, vous prenez copie de tous les documents que vous pouvez, qui peuvent vous intéresser, les factures de travaux bien sûr, les plans s'ils existent. Et puis, bien sûr, on va voir les diagnostics et on jette un œil sur les diagnostics s'ils sont déjà faits. Donc, si le bien est déjà en vente ou si les gens ont fait les diagnostics pour leur propre compte, vous allez les regarder. Alors, je ne fais pas un topo sur les diagnostics, hein, c'est pas l'objet aujourd'hui, mais vous prenez en compte ces éléments-là. Ensuite, et ensuite seulement, vous pouvez faire la visite du bien.
Pardon, hop. Donc, vous allez faire une visite avec, bien sûr, minutieuse, hein, comme si vous achetiez pour vous. Les surfaces, les matériaux, les équipements, vous regardez s'il y a des équipements récents, les garanties ou les contrats de maintenance. Toutes les choses que vous voyez, des taches d'humidité, tout, vous regardez tout et vous comprenez d'où ça vient, les vis apparents et les travaux qui seront nécessaires. Vous faites ça également pour l'extérieur, hein, vous regardez les matériaux, les enduits, les gouttières, la toiture. Il ne s'agit pas d'être des pros du bâtiment, mais de regarder ce qui vous semble normal et ce qui vous semble moins normal, et puis les travaux qui sont nécessaires également. Ensuite, sur le terrain, vous vérifiez par où on accède, les limites physiques du terrain. Alors, il arrive parfois, notamment sur des biens qui sont un peu à la campagne, que vous n'ayez pas de limite physique du terrain. Ça se finit par là-bas, et puis après, c'est les champs. C'est bien, c'est sympa, mais pour un acheteur, ça ne le fait pas. Donc, il faudra prévoir de faire mettre par votre propriétaire ou de mettre vous-même 2-3 piquets avec soit un repère, soit une rubalise. Alors la rubalise, c'est ces rubans rouge et blanc, hein, ça coûte rien. Vous achetez ça dans votre magasin de bricolage et vous mettez ça sur la limite du terrain pour qu'elle soit matérialisée, qu'on puisse la visualiser. Les haies et les murs séparatifs, toujours poser la question qui les entretient, qui ils appartiennent. Les dépendances non attenantes, donc vous faites le tour des dépendances. Piscine, ça veut dire diagnostic. Les raccordements, où se trouve le raccordement eau, gaz éventuellement. Et puis l'assainissement, où se trouvent les éléments d'assainissement si vous êtes sur un assainissement individuel. Si vous êtes raccordé ou tout à l'égout, il n'y a pas de difficulté. Demandez bien si on est raccordé ou tout à l'égout quand même s'il est censé être disponible sur la commune. Ensuite, vous êtes dehors, vous en profitez pour approfondir l'environnement, tout ce qu'il y a autour. Donc, si on est sur un lotissement, quelles sont les règles du lotissement? Quelles sont les commodités qui sont à proximité? Alors ça, normalement, j'ai envie de dire, vous devriez le savoir et vous devriez les connaître sur le bout du doigt sur votre secteur. Alors, si vous travaillez sur un secteur restreint et que vous maîtrisez, toutes ces choses-là, moi, ça me choque toujours quand un conseiller voit un vendeur et lui demande les écoles, c'est où, quoi. Bon, c'est un peu embêtant. Et puis, les nuisances éventuelles, vérifier s'il y a des nuisances particulières sur le bien. Une fois que vous avez fait ce tour, vous revenez vous installer avec votre client, vous revenez vous poser, vous synthétisez les éléments positifs et négatifs. Commencez toujours par le positif. Bon, écoutez, on a fait le tour du bien, voilà, il y a des beaux volumes, des belles surfaces, il y a ci, il y a ça, des équipements, des choses. Par contre, le bien sera pénalisé par tel ou tel aspect. Alors les aspects, c'est quoi? C'est la localisation et l'environnement. Alors localisation, environnement, c'est deux choses différentes, hein. Localisation, vous êtes sur une commune qui n'est pas du tout demandée, par exemple. J'ai envie de dire, c'est l'adresse et l'environnement. Vous pouvez être sur une commune qui est super demandée, mais si vous êtes en bord de route et puis avec un squat à côté et puis je sais pas quoi en face, bon, l'environnement va pas être top. La structure et l'agencement du bien. La structure, c'est le nombre de pièces, les surfaces, etc. L'agencement, vous pouvez avoir des pièces en enfilade, vous pouvez avoir des petites pièces. Voilà, ça peut être parfois compliqué. La qualité des matériaux et des finitions, ça c'est important. La qualité des finitions pénalise énormément le bien si les finitions sont pas de bonne qualité. Le résultat des diagnostics et les travaux à prévoir. Donc vous débriefez un peu tout ça pour faire prendre conscience au vendeur qui va pas forcément se rendre compte. Par exemple, typiquement, le vendeur qui habite au bord de route ou avec une voie ferrée, il va s'y être habitué. Pour lui, c'est voilà, ça fait 20 ans qu'il est là, il n'y fait plus attention. Il faut lui faire comprendre et lui rappeler que pour des clients qui n'ont pas l'habitude, ça va être pénalisant. On identifie les situations particulières. Alors certaines vont être relativement simples, hein, une indivision, bon, je pense que vous savez faire, une copropriété, un lotissement ou un bien loué, normalement vous savez faire. Bon, si vous ne savez pas, on vous formera sur ces sujets, c'est pas le problème. Pour d'autres sujets, ça peut être plus compliqué. C'est pour ça que si vous avez une situation un peu particulière comme ça, n'hésitez pas à faire un deuxième rendez-vous, hein, et entre les deux, vous demanderez, vous renseignerez au service juridique ou auprès d'autres conseillers aguerris pour savoir ce qu'il faut demander, quels sont les documents à récupérer et pour pouvoir traiter correctement cette situation particulière. Et en fonction de ça, vous récupérez les documents, sur le bien
Alors, un bien en copro, par exemple, ou un bien en lotissement, voilà, vous avez des éléments. Bon, vous devez normalement avoir des checklists ou avoir des choses hein, toutes prêtes pour ça, hein, pour pouvoir savoir ce qu'il faut prendre comme information. Et vous allez ensuite informer votre vendeur de la suite des opérations. Bon, bah, monsieur le vendeur, on a fait le tour. Maintenant, je vais travailler de mon côté pour faire un avis de valeur. Et puis, voilà un petit peu comment ça va se passer. Donc, la prochaine fois, on se verra, je vous restituerai. Si vous êtes OK, ben, on parlera de la mise en valeur du bien, on parlera de la mise sur le marché, on parlera des visites, etc., des offres, comment ça se passe. Et vous lui rappelez le processus comme si vous avez déjà donné le mandat. En fait, il faut le placer dans la situation où il l'a déjà signé. Voilà, c'est un peu, c'est ce qu'on appelle de l'assertivité, hein, mais voilà, vous lui avez même pas encore posé la question, mais pour vous, ça coule de source. Vous êtes là et vous le placez déjà dans cette situation. Alors, vous faites ce que j'appelle souvent de l'éducation orientée, c'est-à-dire que vous allez lui donner des informations par rapport à ce que vous allez lui proposer. Voilà, je vous donne un exemple qui est assez simple. Si, alors je vais imaginer avec une métaphore, mais si vous vendez des formations à distance, vous allez dire à quelqu'un, bah écoutez, ce qui serait bien, c'est que tu fasses des formations plutôt à distance parce que bah, tu vas pouvoir les faire quand tu veux, tu vas pouvoir les faire à ton rythme, etc. Si vous vendez des formations présentielles, vous allez lui dire, bah, ce qui serait bien, c'est que tu fasses une formation avec d'autres agents immobiliers, comme ça tu peux échanger, etc. Là, vous êtes dans cette même phase. Ce qui serait bien, c'est qu'on fasse ci, ce qui serait bien, c'est qu'on fasse ça, parce qu'il vous aura dit que ce qui est important pour lui, c'est le prix, ou ce qui est important pour lui, c'est le délai, ce qui est important pour lui, c'est tel ou tel aspect. En fonction de ces attentes, vous allez commencer à placer un peu vos billes, à placer, comme on dit, des banderilles en corrida. Par exemple, si ce qui est important, c'est le bien, bah, ce qui serait bien, c'est peut-être qu'on fasse une vente interactive, ou ce qui serait bien, c'est qu'on fasse telle ou telle chose pour essayer d'aller chercher le meilleur prix. Utilisez paperasse, hein, utilisez paperasse pour deux raisons. La première, c'est que vous allez gagner du temps et que vous aurez par paperasse une checklist de toutes les pièces à collecter. Et puis la deuxième chose, c'est que votre client qui a l'habitude d'utiliser l'informatique, il sera tout content de vous mettre les pièces, il pourra le faire tranquillement et vous n'aurez pas à vous en soucier. On a fini le R1, d'accord? Donc vous repartez de chez le client, vous allez préparer le R2. Alors entre les deux, il y a une phase de préparation qui est assez importante. Déjà, vous allez rentrer toutes les informations que vous allez collecter pour pouvoir faire un avis de valeur. Donc, vous ferez votre avis de valeur, alors soit sur cadastre.com, soit sur l'avis de valeur de Se Loger, soit sur un autre outil, peu importe. Ce qui est important, c'est pas tellement l'avis de valeur. Ce qui est important, c'est l'argumentaire que vous allez mettre derrière. Très très souvent, les conseillers immobiliers reviennent avec un prix, mais n'expliquent pas comment ils ont obtenu ce prix. Ils parlent pas des biens comparables, ils parlent pas de ce qui est de l'état du marché, ils parlent pas du prix au mètre carré, etc. Ils parlent pas de tout ça. Donc, développer un argumentaire par rapport à votre prix, parce que si vous avez estimé un bien à 200 et qu'un autre est passé et qu'il l'a estimé à 240, sans expliquer ni l'un ni l'autre, bah forcément le client, si vous lui en proposez, si vous lui laissez entendre qu'il peut le vendre 240, il va signer à 240. Maintenant, si vous avez développé des arguments expliqués concrètement et que celui qui propose 240, il n'est pas capable d'expliquer son prix, il y a des chances que le client vous entende. Ensuite, vous allez préparer le plan d'action marketing, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on va faire pour vendre votre bien. Je reviendrai dessus. Je vous conseille aussi de rédiger le texte de l'annonce avant le deuxième rendez-vous pour pouvoir dire à votre client, bah, écoutez, monsieur le client, j'ai commencé déjà à travailler votre bien, donc je vous place déjà dans l'idée que vous allez travailler avec moi, et voilà ce que je souhaiterais proposer comme texte d'annonce. Vous lui soumettez, alors vous verrez que bah, les clients en général sont plutôt contents de ça. N'ayez pas peur qu'il vous pique l'annonce, vous lui laissez pas de toute façon le texte de l'annonce, mais ça vous permet déjà de valider que vous avez rien oublié et ça le place déjà dans la position où il vend. Et puis ensuite, vous allez rechercher des acquéreurs potentiels en portefeuille, c'est-à-dire regarder dans votre portefeuille des gens qui pourraient être susceptibles d'être intéressés par ce bien, et vous allez les appeler en leur disant, bah voilà, je risque de rentrer normalement une maison qui est dans votre budget, qui correspond à vos critères. Est-ce que si je la rentre, ça vous intéresse de la visiter samedi prochain?
Bon, les gens vont vous dire OK et vous n'allez pas vendre ça tout de suite à vos vendeurs, hein, mais on le placera quand même à la fin en lui disant bah, on va s'occuper des visites et on commence dès samedi. On arrive au R2. Alors je vais vite hein, parce qu'on n'a que 30 minutes. Je regarde les timings, mais on est pas mal. Au R2, donc, la prise de mandat, le rendez-vous de prise de mandat, il se déroule en 4 phases. Là, par contre, les phases, elles sont immuables. C'est la restitution de l'estimation, la présentation du plan marketing, la signature du mandat et la préparation de la suite, dont la mise sur le marché. Combien vaut mon bien? Cette question, ils l'ont en tête et tant que vous n'aurez pas répondu à cette question, c'est même pas la peine de causer quoi que ce soit, le client vous entendra pas. Alors, je vous ai dit déjà dans les attentes du R1, dans les attentes du R1, vous pouvez ne posez pas la question de savoir combien ils en veulent. Hein. Pour vous, quel serait le bon prix de vente ou pour vous, quelles sont vos attentes en matière de prix? Vous pouvez leur demander quelles sont leurs attentes en matière de prix. Si vous le dites pas, c'est pas grave. Moi, ce que je fais, c'est quand je restitue l'estimation, je rappelle le contexte de la vente, j'explique comment j'ai déterminé le prix, j'ai mon dossier sur le bureau et je leur demande à ce moment-là, mais vous, à combien vous estimeriez votre maison? Et en général, les gens, à ce moment-là, ils vous le disent. Donc, ça vous permet de réajuster un peu votre discours et de savoir comment vous allez discuter du truc. Soit ils ont un prix qui est à peu près conforme au vôtre, donc vous les félicitez. Soit ils ont un prix qui est très élevé, donc vous leur demandez comment, sur quelle base, etc. Et vous discutez le bout de gras. Bon, ça arrive parfois qu'ils aient même un prix inférieur. Bon, voilà, vous pouvez aussi leur demander et leur dire, ben, on va essayer d'aller chercher plus haut. Vous en profitez donc. Euh, Là, vous récupérez tous les éléments donc par rapport au prix. Vous allez négocier. Bon, je reviendrai un peu plus tard sur quelques éléments de négociation, mais l'objectif, c'est que vous obteniez un accord sur le prix. Premier accord, c'est l'accord sur le prix. Le deuxième accord, c'est l'accord sur le plan d'action marketing. Donc, vous présentez ce que vous allez faire. Alors, n'ayez pas d'état d'âme parce que souvent, les conseillers présentent pas grand-chose et ils disent ouais, mais ça sert à rien, tout le monde le fait. Bah, peu importe que tout le monde le fasse. Hein. Tout le monde le fait, mais peut-être que tout le monde ne dit pas qu'il le fait déjà. Et puis ensuite, bah, vous faites comme les autres et vous faites plus que les autres. Donc on va faire ça, 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 et en plus on va faire, par exemple, une vidéo. 4% des annonces ont une vidéo, 4% seulement. Donc vous avez potentiellement sur 100%, 25, c'est un conseiller sur 25, donc 25 fois plus de chances de surpasser les autres. Vous expliquez donc ça comme des conditions de réussite. Ce qui serait bien pour qu'on vende. Alors, s'ils veulent rapidement, c'est pour qu'on vende rapidement. Ce qui serait bien pour qu'on vende au meilleur prix, ce qui serait bien pour qu'on vende, etc., en fonction de ce qu'ils vous ont évoqué comme attente, vous allez présenter votre rapport, l'apport du professionnel, votre valeur ajoutée. Et là, donc, vous allez négocier, bon, est-ce qu'on est OK pour mettre ça en place? Et en fait, votre mandat exclusif, il va découler naturellement, normalement, de votre plan marketing. Si vous avez obtenu un accord sur le prix, si vous avez obtenu un accord sur le plan d'action marketing, vous avez normalement, naturellement, un accord sur le mandat exclusif qui va venir. Alors, on va voir quand même comment on traite l'objection éventuellement de mandat exclusif, mais il faut même pas avoir d'état d'âme, hein, vous présentez, voilà. Donc, ce que je vous propose, c'est qu'on fasse un mandat exclusif avec telle et telle et telle condition. Et en général, bah, les gens se posent même pas la question. Donc, vous préparez le mandat et vous expliquez les clauses principales. La clause étant la plus importante étant la période irrévocable. Alors, les gens comprennent pas toujours bien, mais c'est pendant les 3 premiers mois. Ça ne veut pas dire que le mandat fait 3 mois, mais pendant les 3 premiers mois, vous me confiez ce mandat. Vous ne pouvez pas l'annuler pendant ces 3 premiers mois. Bien sûr, le mandat continuera, mais voilà. Vous vous assurez de disposer de tous les documents, hein, toutes les informations nécessaires et vous procédez à la signature. Alors, le traitement des objections, je vous en rappelle le principe. Traitement des objections, déjà, on accepte l'objection. Et ensuite, on pose la question d'un pourquoi, mais sans pourquoi. Je veux pas d'exclusivité. Ok, je comprends. D'ailleurs, dans la moitié de mes clients, en général, au départ, ne veulent pas d'exclusivité.
Sous-entendu, ils en prennent quand même une ou finalement. Et vous ne posez pas la question. Qu'est-ce qui vous gêne dans l'exclusivité? Ou qu'est-ce que vous attendez? Par exemple, je veux vendre par moi-même. Qu'est-ce que vous attendez du fait de vendre par vous-même? Ensuite, il va vous donner une première réponse. Vous reformulez. Vous recommencez éventuellement. Mais qu'est-ce que vous attendez de? Vous reformulez jusqu'à ce que vous compreniez bien, parce que ne pas vouloir d'exclusivité, il peut y avoir plein de raisons. Ça peut être parce que il s'est déjà fait avoir avec une exclusivité. Ça peut être parce que son cousin est agent immobilier. Ça peut être parce qu'il a déjà vu un agent immobilier qui lui a dit que lui il travaillait comme mandat simple parce que l'exclusivité machin, et il a démonté l'exclusivité. Il peut y avoir plein de raisons, d'accord? Donc creusez, et ensuite vous faites une suggestion. Et si on faisait ci? Et si on faisait ça? Ouais, mais c'est parce que moi, j'ai peut-être quelqu'un, ok. Et si on faisait une exclusivité, dans le cas où ce quelqu'un soit intéressé, vous me l'amenez, je m'occupe des visites, je m'occupe de la transaction. Par contre, je vous compterai que la moitié des honoraires. Est-ce que ça me conviendrait? Ok. Donc, vous présentez, vous attaquez pas bille en tête. Je veux pas d'exclusivité. Ah, mais si, mais je vais vous prouver l'exclusivité, c'est bien. On lave plus blanc que blanc avec l'exclusivité. C'est le plus mieux qui existe, etc. Hein. Parce que ça ne marche pas, ça ne marche plus, c'est pas efficace. Et puis, vous verrouillez votre mandat. Monsieur le vendeur, voilà ce qui va se passer maintenant. Vous m'avez donné une exclusivité, je vais diffuser votre bien, je vais le localiser pour qu'on ait plus de chances de le vendre. Mais vous allez voir arriver mes petits confrères qui vont venir vous expliquer et vous jurer leur grand Dieu qu'ils ont un client pour votre bien. Vous me les envoyez. Déjà, on verra s'ils ont vraiment un client. Et dans ce cas-là, en général, il n'y en a pas la moitié qui viennent jusqu'à nous. Et non seulement vous n'aurez qu'un interlocuteur, vous m'avez fait confiance, vous n'aurez qu'une diffusion d'informations, vous aurez qu'un prix, vous aurez, etc. Je gérerai les visites et ensuite on travaillera ensemble si ce sont des gens sérieux. Voilà, ça vous évitera de vous faire attaquer dans 3 mois si votre bien n'est pas vendu. Ensuite, vous lui expliquez que, une fois que vous avez signé le mandat, il y a des démarches à effectuer, notamment de diagnostic. Hein. Alors, il n'y a pas d'état d'âme. Hein. Les diagnostics, audit énergétique, vous faites tout au début. Hein. Vous vendez une voiture, on vous fera passer un contrôle technique, vous vous posez pas la question. Hein. Donc là, il n'y a pas de négociation possible. Oui, mais je fais que le DPE, machin, etc. Non, moi, je dois donner des informations complètes à mes acquéreurs. Imaginez, il y a pour une raison ou pour une autre, quand ils vont découvrir les diagnostics, il y a quelque chose qui leur va pas. S'ils le découvrent après avoir commencé à s'intéresser au bien, c'est un tue-l'amour. Et là, on rate la vente. On leur explique les démarches suivantes. Donc, on va mettre en valeur le bien, on va faire une séance de photos, ensuite on va mettre sur le marché. On leur redit tout ce qu'on leur a déjà dit, mais voilà, qu'ils voient bien qu'il y a une cohérence et un suivi, les visites, les offres, le compromis ou la promesse de vente, comment ça se passe, et l'acte authentique. Mandat ou pas, suivez vos clients. Alors, si vous avez un mandat, vous prévoyez de les revoir à des points réguliers et vous les planifiez, s'il vous plaît. Tout ce qui n'est pas dans l'agenda n'existe pas, vous le savez maintenant. Vous leur faire part des retours des acquéreurs suite aux visites. Et s'il n'y a pas de visite, vous les appelez quand même et vous leur dites ce qui se passe. Et éventuellement, si vous avez eu des échanges avec des gens qui étaient intéressés au départ et qui finalement ne sont pas venus visiter, et puis vous adaptez la stratégie en fonction de ça. Si vous n'avez pas de mandat, vous prenez également rendez-vous en leur disant, écoutez, je reviendrai vous voir. Et vous le faites, surtout. Hein, moi, ça m'est arrivé de prendre des biens au bout de 6 mois, hein, en faisant six fois des visites. Vous les informez aussi régulièrement de je repasse vous voir, là, comment ça se passe pour vous, pas de visite, machin, etc. Tiens, je pensais à vous parce que j'ai vendu une maison un peu comparable à la vôtre dans la rue d'à côté. Et puis, vous pensez au mandat de recherche. Hein. Écoutez, monsieur, je vous appelle parce qu'on s'était vu. Bon, vous n'aviez pas souhaité me confier le mandat, mais je connais votre bien. Et j'ai un client pour qui ça pourrait correspondre. Est-ce que vous êtes OK pour que je fasse visiter? Et donc, vous allez à ce moment-là pouvoir faire visiter et probablement pouvoir reprendre le mandat derrière. Voilà. Alors, ça a été un peu au pas de course, hein, parce que on avait trop peu de temps. Je vous remercie pour votre participation. Je vais maintenant répondre à vos questions. J'ai retrouvé du son et de l'image, donc n'hésitez pas à poser vos questions. Je suis là et je vous écoute.
Oui, bonjour Christophe, c'est Florence de Nantes. Oui, Moi, j'ai du mal à prendre un mandat, enfin, non, je vais pas le dire comme ça, mais faire une estimation sans avoir les diagnostics, parce que ça peut quand même changer la donne au niveau du prix de mise sur le marché, sans le résultat des diagnostics. tout à fait. Alors, c'est vrai qu'avec l'expérience, le résultat des diagnostics, tu vas quand même l'anticiper. Oui, C'est-à-dire que tu vas voir en fonction des éléments que tu as, du mode de chauffage, de l'isolation, etc. Tu auras déjà une idée du résultat de l'énergétique. Tu verras d'un coup d'œil s'il y a de l'amiante, pas d'amiante, etc. Donc, en fonction de l'ancienneté du bien, tu pourras déjà avoir une idée. mm, Mais c'est vrai que les diagnostics et l'arrivée des diagnostics peuvent changer une estimation. Et donc là, c'est toujours sous réserve, hein, si on n'a pas les diagnostics, sous réserve des diagnostics. Bah, si jamais tu reçois des diagnostics et au moment où ils sont faits, il y a un vrai changement, il bah, faut rediscuter avec le vendeur. C'est clair, hein, c'est que les conditions sont plus tout à fait les mêmes. Mais bon, normalement et d'une manière générale, alors soit tu attends les diagnostics pour faire ton estimation si tu es pas sûr de toi, soit tu fais une estimation en tenant compte des éléments que tu connais et qui te laissent supposer que, soit tu, voilà, soit l'un ou l'autre. Hein, mais voilà, tu prends le faut pas risque. hésiter à revenir. Oui, si tu attends, tu prends le risque à ce qu'un autre conseiller, du coup, dise bah, je prends C'est le mandat, toujours on fera faire les diagnostics derrière, quoi. Après coup. tout à fait. Alors, nous, on prend le mandat et on fait faire les diagnostics derrière. Ça, c'est Mm. clair. Parce que si tu attends les diagnostics, tu vas te faire prendre le Ah oui, mandat 2 fois sur 3. ok. Mm. Merci. Bonjour, c'est Alexandre. J'aurais juste une petite question qui va préciser en fait la question précédente. Lorsqu'on a un bien qui a été évalué, par exemple, je dis, à 100, et puis en fait, ce bien a un ravalement ITE, il gagne du coup au niveau du diagnostic énergétique un ou deux niveaux. On estime à peu près à combien, heu comment dire? On peut augmenter de combien l'estimation, on va dire, qui était de l'estimation de base? Je ne sais pas si je suis assez clair Alors, dans mes questions. oui, je comprends l'idée. Alors, l'idée, c'est de dire quel est l'écart qu'on peut avoir par rapport à la qualité énergétique du bien. Oui, Euh, alors, c'est bien parce que c'est un des éléments de l'intervention qu'on devait avoir lundi et qu'on aura lundi prochain sur la rénovation énergétique. On a des écarts, pour vous donner un ordre d'idée, on a des écarts entre un bien qui est par exemple en D, le D c'est la moyenne, hein, c'est ce qu'on aura avec un ITE si on n'a pas changé de mode de chauffage, si on n'a pas, voilà, si on n'a pas fait des gros travaux de rénovation et que le bien était précédemment en F ou en G. Euh, on aura des écarts de l'ordre de 20% actuellement. On peut avoir des d'accord, écarts de 20%. Hein. L'écart, il est entre 10 et 20. Alors après, bon, le montant va être proportionnel au bien, hein, puisque si tu as un bien à 200 000 ou à 300 000, ça ne sera pas le même montant. Mais c'est de cet ordre-là. Et cet écart, il a augmenté, puisqu'en 2 ans, l'écart sur les biens énergétiques, les passoires, on va dire les passoires thermiques, par rapport à la moyenne, donc AD, il a doublé. Il était plutôt de l'ordre de 10%, de 8,5 il était précisément, et là maintenant il est du double d'accord. en 2 ans. Ah, donc ça veut dire que la rénovation énergétique ou la mauvaise qualité énergétique des biens pénalise beaucoup plus que par le passé, parce que ben, coût des énergies, coût des travaux, etc. Les investisseurs s'y intéressent plus parce que derrière ils peuvent pas louer. Il y a plein de raisons qui font que l'écart de prix mécaniquement se creuse. Donc, il faut être aussi informer les vendeurs de ça parce qu'ils n'en ont pas forcément encore bien conscience. Merci beaucoup Christophe, c'était très clair. Merci bien. Eh bien, merci à tous de votre participation, de votre présence. Et puis, bah, pour ma part, je vous retrouve vendredi où on parlera des visites. Alors, on aura un peu plus de temps, on aura 1 heure. Voilà. Et puis, vous aurez le ventre moins creux parce que je crois que c'est à 9h30.
Donc, je vous dis à vendredi. Et bonne journée, bonne prise de mandat à tous. Ça marche. Merci Bye Christophe. bye. Bye. Bonne journée.